La deuxième présentation, c'est l'objet de ma thèse de doctorat. Donc, je vais présenter en accéléré l'essentiel qui se dégage de mes travaux de recherche au doctorat. J'examinais quel était l'effet de la relation d'emploi sur la portée des droits et libertés du salarié. La théorie qui existe et qui est reflétée aussi dans la jurisprudence de la Cour suprême, comme j'en parlerai, c'est que l'effet hiérarchique des droits et libertés, leur statut quasi-constitutionnel fondamental, a permis dans toutes les juridictions aux droits et libertés d'intégrer la relation d'emploi, de pénétrer le droit du travail. Et plusieurs arrêts de la Cour suprême canadienne vont refléter cette dimension hiérarchique-là. Parison, en 2003, parlait d'une incorporation explicite des droits et libertés au sein de la Convention collective. McGill, en 2007, est venu dire que l'application des chartes commandait une démarche individualisée au cas par cas. Donc, les normes d'emploi devaient s'adapter aux besoins individuels. Et SFPQ, en 2010, est venu rappeler qu'il y avait un concept de hiérarchisation des sources. Donc, tout ce qui est supérieur dans la pyramide, les chartes, les droits et libertés, s'imprègnent ou s'intègrent dans les sources inférieures. Donc, tout ce qui est normativité du droit du travail, qu'on pense à la législation du travail, aux conventions collectives, contrats de travail, politique et règlements d'entreprise, les décisions qu'un gestionnaire va prendre dans la gestion de ses ressources humaines, ça doit être conforme aux droits et libertés. Donc, ça, c'est le paradigme ou le postulat qui était généralement accepté. Et une image que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps, on se vantait qu'il allait avoir une citoyenneté au travail, que le salarié, lorsqu'il entrait au travail, il ne laissait pas ses droits et libertés au vestiaire, il les amenait dans l'usine, dans l'entreprise avec lui. Et ça, pendant 20 ans, on disait, ben là, le salarié, c'est une nouvelle réalité, ses droits et libertés au travail. Il y a eu le phénomène de constitutionnalisation où il y a eu beaucoup d'écrits aux alentours de l'année 2007 où on disait justement, on décrivait cette réalité-là. Sauf que les arrêts de la Cour suprême ont toujours perçu les droits et libertés comme étant un problème de relation de niveau hiérarchique entre deux sources, entre les droits et libertés et des sources du travail. Mais les droits et libertés ne sont pas des normes du travail classiques. Ce n'est pas une norme qui est précise. C'est des droits qui sont formulés en termes généraux et abstraits. Ça fait en sorte que si on dit que le salarié a une liberté d'expression, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut la définir. Et ça, c'est le rôle du juge. Le juge va définir quelle est la portée, quelles sont les composantes, un peu comme on a vu dans notre dossier de liberté d'association, quelles sont les composantes protégées en milieu de travail et quelles sont les limites raisonnables que l'employeur peut apporter à ces droits-là. Donc, ça prend une intervention du juge pour venir décrire, pour qu'on sache quelle est la portée effective de ces droits-là dans la relation de travail. Le modèle qui s'est dégagé d'une étude jurisprudentielle de 219 décisions portant sur la liberté d'expression et le droit à la vie privée sur une décennie, en 2010-2019, droits et libertés consacrés dans la Charte québécoise. Le modèle qui s'est dégagé amenait vraiment une réalité complètement différente de ce qu'on avait accepté en doctrine et ce que les grands arrêts de principe de la Cour suprême nous décrivaient. Je me suis inspiré ici de différents modèles, modèle de Dunlop en relations industrielles, le modèle empirique logique en droit et les approches herméneutiques un peu plus récentes pour décrire l'interprétation du droit. Je vais passer rapidement les trois grandes étapes de mon modèle parce que je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Au départ, les intrants, c'est le libellé des droits et libertés. Dans la Charte québécoise, dans les textes sur les droits de la personne, on a un libellé. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et le salarié va se rabattre sur ces garanties fondamentales-là. Il va l'invoquer dans le cadre de la relation d'emploi à partir d'une situation litigieuse, d'un problème vécu au quotidien dans l'entreprise. Et donc, l'intrant, c'est le libellé linguistique dans la Charte québécoise. Et ce qui rentre aussi dans les intrants et ce qui donne la structure hiérarchique au modèle, c'est les garanties, les caractéristiques distinctives des droits et libertés. Donc, le caractère fondamental de ces droits-là, leur statut quasi-constitutionnel, le fait qu'ils soient inaliénables, intrinsèques à chaque être humain et universels, ça fait partie des intrants et les décideurs référaient très peu à ces caractéristiques-là. Caractère inaliénable, universel et intrinsèque à l'être humain, c'est 0% des décisions qui l'ont rappelé. Statut quasi-constitutionnel, ce qui est important, seulement 10% de l'échantillon. Et le caractère fondamental était rappelé à hauteur de 56% des décisions.
les décideurs, notamment les juges du travail, ne s'intéressaient pas beaucoup à ces caractéristiques-là. Ils prenaient plutôt directement les droits et libertés pour les confronter au contexte de la relation d'emploi. Ça, c'est la boîte au centre, qui est un peu la boîte noire de l'entreprise. Qu'est-ce qui arrive quand les droits et libertés pénètrent l'entreprise, entrent dans la relation d'emploi? Ils vont subir plusieurs mutations. Et ce n'est pas seulement le contexte d'application de la relation d'emploi, ce n'est pas le contexte des relations de travail ou des particularités de la relation d'emploi qui vont être pris en compte, c'est bien plus le contexte normatif du travail salarié. Donc, les décideurs vont prendre les droits et libertés et vont les adapter ou les moduler à toutes les normes inférieures composant le droit du travail. Au niveau de la définition du contenu des droits et libertés, ce qu'on appelle aussi les limites intrinsèques, c'est tout d'abord les obligations inhérentes au contrat de travail, les obligations civilistes prévues dans le Code civil du Québec que les décideurs vont prendre en compte. On dit que les obligations civilistes qui se rattachent au contrat de travail d'emploi doivent guider le salarié sur le point d'exercer ce privilège-là, le privilège étant réclamer le respect de ses droits et libertés. Donc, on va considérer que les libertés du salarié ne doivent pas entraîner de répercussions sur l'exécution de sa prestation de travail. Il est libre de s'exprimer, mais à condition d'être loyal envers l'employeur. Il ne peut pas contrevenir à son obligation de loyauté. Donc, on va vraiment définir la portée des droits et libertés au travail en fonction des obligations inhérentes au contrat de travail. Même chose pour la législation du travail. On va prendre les prescriptions des lois du travail et on va considérer que c'est des paramètres à l'exercice des libertés dans l'entreprise. Entre autres, le Code du travail va venir définir les périodes légales à l'intérieur de laquelle on peut exercer une liberté dans l'entreprise. Si le droit revendiqué par le salarié était de nature à complexifier ou augmenter les obligations patronales en vertu de ces lois-là, on considérait que ce n'était pas un exercice protégé. Donc, il ne fallait pas que ça complique les obligations de l'employeur prévues aux lois du travail, ni les obligations qui incombent aux salariés. Au niveau des règles du milieu de travail, qui sont des règles négociées, on considérait que la convention collective avait un rapport inversé avec la Charte québécoise. Les décideurs se demandaient dans quelle mesure une liberté peut être exercée dans le contexte des rapports collectifs de travail déterminés dans une convention collective. On disait que le salarié syndiqué doit faire usage de ses libertés fondamentales en conformité des règles qui ont été négociées par la collectivité de travail. On retrouvait des passages du type « La Charte n'est pas un passeport pour ne pas respecter ses engagements contractuels, que ce soit dans le contrat individuel de travail ou dans la convention collective négociée par l'association syndicale. » Si le salarié contrevient à ses obligations contractuelles, on ne considérait pas que c'était une question de droits et libertés. On analysait la problématique sous l'angle du non-respect d'une obligation contractuelle, d'un engagement contractuel, et même les règlements et les politiques que l'employeur va déterminer de façon unilatérale, on considérait que ça aménageait les droits et libertés dans l'entreprise. Ça envoyait un effet de signal aux salariés. Donc, s'il y a une politique qui donne le droit à l'employeur de fouiller les ordinateurs ou de faire des fouilles sur les véhicules des salariés, par exemple, ça donnait un effet de signal aux salariés que ces libertés dans l'entreprise allaient prendre cette forme-là. Donc, ça venait, encore une fois, avoir un effet réducteur sur la portée des droits et libertés. Et les droits de direction de l'entreprise aussi permettaient de moduler les droits fondamentaux. L'employeur peut interdire certains comportements dans l'entreprise et par le fait même interdire des manifestations protégées par la Charte québécoise. Si le salarié refuse de se conformer à un ordre de l'employeur, on va considérer que c'est un acte d'insubordination qui peut donner lieu à des mesures disciplinaires. En agissant comme ça, on considère que l'employeur ne s'attaque pas aux droits et libertés des salariés, mais à un manquement de leur part en droit du travail. Donc, une conduite fautive en droit du travail devenait une conduite fautive dans l'exercice des droits et libertés du salarié. Je vais passer rapidement. On est toujours à l'étape des mutations subies dans la fameuse relation d'emploi. Au niveau des limites extrinsèques, donc les limites raisonnables qui peuvent être posées aux droits et libertés, c'est les mêmes sources qui revenaient à nouveau. On considérait que la législation du travail, dès que l'employeur invoquait une disposition d'une loi du travail ou du Code civil, on considérait d'emblée que c'était un objectif légitime sans examiner si ça rencontrait réellement le bien-être sociétal, le bien-être de la société.
Et ça posait naturellement des limites aux droits et libertés du salarié. On ne discutait pas non plus la proportionnalité de la mesure de contrôle prise par l'employeur dès qu'il se rabattait sur une normativité en droit du travail. Et les droits de direction de l'employeur lui permettent de défendre les intérêts de son entreprise. Donc, tout ce qui était toutes les règles qui étaient fondées sur le fonctionnement efficace de l'entreprise, sur le respect de sa mission ou de son image, sur des impératifs reliés à l'organisation du travail et très souvent la rentabilité économique de l'entreprise, le fait de vouloir faire des profits, tout ça était des limites naturelles acceptées par les décideurs sans discussion aux droits et libertés fondamentales. Donc, de l'argent d'une entreprise naît restreindre des libertés fondamentales et inaliénables, alors que dans un contexte de droit public, on n'accepte pas ce genre de motif-là. Et tout ça est accepté dans la relation d'emploi. Donc, au niveau des extrants, qui est la dernière étape du modèle, les droits et libertés, au terme de l'interprétation que le juge avait retenue, ils ressortaient complètement transformés de la relation d'emploi. On partait d'une liberté d'expression, d'un droit à la vie privée, et ça ressortait en simple norme de comportement au travail. Ça pouvait, dans certains cas, donner des droits complémentaires aux salariés ou actualiser des protections conférées par les lois du travail, mais dans la très grande majorité des cas, ça venait durcir les obligations du salarié. L'interprétation de la charte était l'occasion pour les juges du travail et les tribunaux supérieurs de réaffirmer les obligations qui incombent aux salariés en vertu de son statut de salarié et des obligations inhérentes au contrat de travail. Donc, en réponse à la liberté d'agir d'une certaine façon ou au droit à une protection particulière que le salarié réclamait en vertu de la Charte québécoise, on venait lui rappeler les devoirs, les obligations et les contraintes inhérentes à son contrat de travail et à son statut de salarié. Donc, autrement dit, les obligations qui incombent à la personne humaine en sa qualité de salarié venaient s'imposer à ses droits et libertés et demeuraient intacts au contact de la Charte québécoise. Ça amenait un fort taux d'échec, ça c'est les règles dont je viens de vous parler, ça amenait un fort taux d'échec des litiges. Si le salarié s'appuyait sur la Charte québécoise dans un litige, il perdait sa cause dans 64 %. Cet argument était rejeté dans 64 % des causes étudiées. Donc, la Charte québécoise n'était pas un grand vecteur de protection. Tout ce que les salariés réclamaient dans la protection de leurs droits et libertés a été rejeté dans le 2/3 des décisions. Donc, en conclusion, force est de constater que ce n'est pas le droit du travail qui a été contraint de s'acclimater, de s'ajuster aux droits et libertés, mais que ce sont ces droits fondamentaux-là qui ont été modulés par l'interprétation des décideurs à toute la normativité du droit du travail, toutes les sources classiques traditionnelles du droit du travail. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une étude qui était réalisée avant l'adoption de la Charte québécoise, notamment la monographie que Gilles Trudeau et ses collègues avaient écrit sur les mesures disciplinaires en milieu de travail, ces mêmes solutions-là étaient identiques après l'adoption de la Charte. Donc, l'interprétation de la Charte québécoise est venue absolument rien changer en droit du travail. On retrouve les mêmes obligations pour le salarié qui existaient avant son adoption. Donc, force est de constater que confronté au rapport salarial, la théorie des droits fondamentaux n'a pas tenu ses promesses. Et dans le cadre du partenariat du crime, ce qu'on peut conclure, c'est que le recours, la mobilisation à des normes fondamentales au caractère indéterminé dans la relation d'emploi, ça constitue malheureusement une expérimentation conduisant à une détérioration de l'emploi. Au lieu d'apporter des nouveaux droits aux salariés, des protections renforcées, c'est venu simplement renforcer ses obligations de salariés. C'est venu moduler des droits qui existaient avant même l'apparition du droit. C'est venu moduler des garanties fondamentales aux sources classiques du droit du travail, allant jusqu'au droit de direction de l'employeur, à son pouvoir de contrôler les salariés, d'adopter des normes dans son entreprise. Donc, je pense que j'ai respecté mon temps. Alors, ça compense pour l'autre conférence qu'on a dépassé un peu. Merci beaucoup.